L'accompagnement des élèves ayant des troubles est possible par une pédagogie bien déterminée. Elle exposera donc les mécanismes de l'accessibilité universelle de l'apprentissage. Je vous laisse la parole, madame. Merci. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je vois que tout le monde est en train d'arriver, je vous laisse vous installer rapidement. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Donc je vais commencer. Je vous remercie infiniment de me faire une place parmi vous. Je commence avec les remerciements de circonstances, mais qui viennent droit du cœur. Merci à la Mission laïque française de m'avoir invitée à ce colloque pour l'école inclusive. Merci à l'association des parents d'élèves de m'avoir invitée à ce colloque et merci à la direction de l'établissement pour cette organisation logistique parfaite. Donc comme vous le voyez sur cette première slide, mon nom est Isabelle Ducot-Philippi. Je suis professeure de lettres classiques, français, latin, grec, depuis presque 4 décennies maintenant. Mais je ne suis pas que professeure de lettres classiques. J'ai fait un choix dans ma carrière de m'intéresser aux élèves à besoins éducatifs particuliers et je suis devenue enseignante spécialisée il y a une quinzaine d'années. À ce titre, et comme la prise en charge des élèves en situation de handicap était historiquement de l'apanage des enseignants du premier degré, donc à ce titre, étant enseignant du second degré et enseignante spécialisée, l'inspection académique est venue me chercher pour me demander d'accompagner tous les acteurs de l'école, les inspecteurs, les personnels de direction, les enseignants et maintenant les AESH, donc d'accompagner et de former les personnes qui gravitent autour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je suis donc devenue chargée de mission pour l'école inclusive. Alors, le fait d'être à la fois professeure, formatrice, fait de moi ce qu'on appelle un faiseur de pont, un pontifex, c'est ce qui vous explique l'image que j'ai choisie pour cette slide. Hein. Le faiseur de pont, c'est celui qui fait le lien, qui tisse le lien entre la recherche et le terrain de la classe. Et c'est les résultats de ce tissage que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur 2 réseaux sociaux. Le premier, c'est X, anciennement Twitter, et le second, c'est Blue Sky. Mon identifiant, c'est Isaphil, Isaphil prof ASH. Évidemment, sur ces réseaux sociaux, je ne viens pas parler de mes dernières vacances ou de recettes de cuisine. J'ai élaboré depuis une douzaine d'années maintenant une communauté autour de l'école inclusive. Aujourd'hui, sur Twitter, nous sommes près de 27 000 sur cette communauté. Tous les jours, j'essaye de poster un éclairage, une ressource, une perspective, une réflexion, un outil, des ressources sur l'école inclusive. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon réseau qui est constitué, comme vous tous ici, hein, de passionnés de l'école. Et je vous invite à commenter cette conférence d'aujourd'hui en vous connectant maintenant sur Twitter. J'espère qu'il y a du réseau dans la salle et en utilisant le hashtag accessibilité puisque c'est le sujet de cette conférence. Les axes que je vais travailler avec vous aujourd'hui sont les suivants. D'abord, une introduction assez générale sur comment est-ce que
on doit changer de paradigme dans la classe et passer notamment de ce qu'on appelait avant la différenciation et de ce que d'aucuns continuent à appeler la différenciation à un paradigme qui est beaucoup plus opérant pour l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui est celui de l'accessibilité. Je vais revenir sur ce changement de paradigme qui est, me semble-t-il, nécessaire. Je vais développer ensuite les 3 leviers qui permettent d'aller vers ce changement de paradigme. Le premier, c'est sécuriser l'environnement d'apprentissage pour prendre en charge, pour accompagner, pour enseigner aux élèves. La première marche de l'escalier, c'est cet environnement sécurisé qui va permettre d'ouvrir derrière les possibles. Le deuxième axe, c'est comment est-ce qu'on met en place une accessibilité universelle pour limiter les obstacles systémiques qui font partie de notre système d'éducation. Quand un enseignant, et je donne un premier exemple, arrive le matin dans sa classe et dit « bon, on fait un contrôle surprise pour voir si vous avez bien appris ou compris votre leçon », c'est un obstacle systémique. Il met dans la difficulté les élèves, et pas seulement les élèves 10. Donc l'idée est de réfléchir à toutes ces pratiques, ces routines qui créent de la difficulté et encore plus pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Donc quelle accessibilité universelle? Et ensuite, parce que nous avons comme cœur de notre sujet aujourd'hui les élèves à besoins spécifiques, nous avons à la fin du continuum de l'échafaudage pédagogique que je vais vous présenter, nous avons bien sûr les adaptations. Nous arriverons à la conclusion suivante. Comment est-ce qu'on fabrique une école capacitante pour tous les élèves? Et comment ce qui est absolument nécessaire aux élèves à besoins éducatifs particuliers va permettre d'assurer les progrès et la réussite, en tout cas de tendre vers la réussite pour tous les élèves. Voilà le plan que je vais suivre pour cette conférence, qui va être un peu raccourci vu l'heure. Donc je vais essayer à la fois de tenir mon propos, mais d'aller néanmoins très vite. Alors, vous le savez ou pas, je vous le dis, il y a eu l'année dernière, au mois d'avril, une conférence nationale sur le handicap et cette conférence, dans le cadre de cette conférence, a été élaborée la stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement. C'est le document que doivent maintenant connaître tous les acteurs qui travaillent pour et autour des élèves qui ont des troubles neurodéveloppementaux, que ce soit les DIS, les TDAH, les élèves qui sont sur le trouble du spectre autistique, également ceux qui présentent une TDI, c'est-à-dire un trouble d'une déficience intellectuelle. Cette stratégie, elle se décline avec 6 engagements et 81 mesures dont on va parler tout de suite. J'ai choisi un engagement, c'est l'engagement numéro 4, adapter la scolarité aux particularités des élèves de la maternelle à l'enseignement supérieur, créer les conditions d'une scolarité sans entrave et soutenante. Donc ça, c'est notre feuille de route. Mais évidemment, tous ces textes très, très institutionnels ne donnent pas de mode d'emploi. Et moi, je suis ici pour donner un mode d'emploi de comment on fait pour créer les conditions d'une scolarité sans entrave et soutenante. Je ne vais pas parler de la scolarité, mais je vais parler de la classe. Comment est-ce qu'on fait pour créer une classe sans entrave et soutenante? C'est pour ça que j'avais demandé à l'association des parents d'élèves de faire cette conférence après tous les autres, parce que toutes les personnes qui ont défilé devant vous depuis hier vous ont apporté un nombre de connaissances extrêmement fines, pointues, importantes, qu'il faut avoir, bien sûr. On vous a beaucoup parlé aussi de préconisation. Je suis ergothérapeute, voilà ce qu'il faut mettre en place dans la classe. Je suis orthophoniste, voilà ce qu'il faut faire dans la classe. Mais toutes ces personnes, que ce soit l'orthophoniste, que ce soit l'ergothérapeute, que ce soit un neuropsy, toutes ces personnes travaillent dans le sein d'un cabinet avec leurs patients et ne sont pas dans la salle de classe où il y a 30 élèves. Et on n'est plus du tout dans les mêmes perspectives
quand on est professionnel de santé et qu'on travaille avec un élève ou un petit groupe d'élèves, et quand on est enseignant et qu'on est dans la classe ordinaire avec 30 élèves qu'il faut amener vers les programmes et les attendus. Donc voilà, on a un défi, nous les enseignants. Et le défi, le voilà. Je voulais résumer en deux copies qui appartiennent à deux de mes élèves. Vous avez à gauche Alexia et vous avez à droite Clémentine. Alexia, élève 10, Clémentine, élève lambda. Alexia et Clémentine sont élèves dans la même classe. Et évidemment, à côté d'Alexia et de Clémentine, il y a les 28 autres élèves de la classe. Donc comment est-ce qu'on fait pour que Alexia et Clémentine trouvent leur compte? Et c'est là que l'accessibilité de l'apprentissage va prendre tout son sens. Quel mode opératoire pour que tous les élèves puissent progresser? La classe, c'est un collectif. La classe, c'est un commun. C'est un bien commun et c'est un fonctionnement commun. Et donc, aller dire que pour un tel, on doit faire ci, pour un tel, on doit faire ça, pour un tel, on doit faire ça, un tel est allophone, un tel est HPI, un tel est dysgraphique, un tel est dans la précarité sociale, un tel est TSA, un tel est 10, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité de la classe. Hein. C'est bien ça la réalité de la classe. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on va y aller tranquillement et j'espère pouvoir vous convaincre que oui, c'est possible. La difficulté, la voilà. Vous la comprenez, la difficulté, hein? Où est Charlie? Où est mon élève 10? Où est mon élève HPI? Où est mon élève TSA? C'est ça la difficulté de l'enseignant. Et quand on parle de l'épuisement des enseignants, de la charge mentale des enseignants, de la succession des gestes professionnels de l'enseignant pendant 1 heure de cours, mais vous la comprenez. Cette charge mentale, cette charge de gestes professionnels a été comparée à celle d'un contrôleur aérien dans sa tour de contrôle sur une piste à Roissy. Il a été dit qu'il y a plus de 600 micro-décisions prises par l'enseignant au cours d'une séquence de 55 minutes de classe. Et parmi ces micro-décisions, il y a celles qui doivent concerner les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc si vous suivez mon raisonnement, l'idée d'aller vers de la différenciation, individualisation, qui a été une des premières réponses imaginées pour répondre aux besoins de ces élèves, eh bien, on s'aperçoit que ça n'est pas viable. Et si vous me suivez encore, ça fait 30 ans qu'on parle de différenciation. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et ça fait 30 ans que les enseignants disent « Ah, mais on est démunis, mais on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire. » Mais est-ce que c'est faisable? Où est Charlie? Est-ce que c'est faisable, la différenciation, individualisation? Oui, c'est faisable, hein, 3 jours. C'est peut-être plus faisable dans le premier degré, où un enseignant a sa classe 6 heures par jour et tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois. L'enseignant du second degré qui voit défiler 150 élèves par jour avec tous des problématiques différentes. Est-ce que c'est faisable? La différenciation, individualisation, je vous le dis, telle qu'elle a été pensée il y a 30 ans, est complètement dépassée devant le portrait de la classe aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle les enseignants, pour certains, baissent les bras. Donc, je résume avec cette petite image. Il y a 30 ans, c'était le règne de l'égalité. On faisait pour tout le monde la même chose. Et puis, on a commencé à dire qu'il fallait faire de la différenciation. Donc, vous voyez, c'est l'image du milieu. On va aller donner des aides différentes à chacun des élèves qui ont des besoins différents. Mais on vient de voir que dans la classe d'aujourd'hui, c'était difficilement tenable. Et moi, je vais vous parler de la troisième image. La troisième image, c'est celle de l'accessibilité. Donc, l'idée n'est pas tant d'aller donner des aides différentes parce que les enfants sont
différents. L'idée, c'est d'aller créer les conditions d'une classe où on va tenter d'effacer le plus possible les obstacles, qu'ils soient des obstacles environnementaux, des obstacles didactiques et des obstacles systémiques. Alors, je sais que parmi vous, il y a des parents d'élèves. Et les parents d'élèves ont beaucoup œuvré pour notamment mettre en place des PAP. Et l'idée du PAP, qui a été élaborée notamment avec des associations de parents d'élèves, l'idée de base, c'était « mon enfant est différent, donc il a le droit à des choses différentes ». Il faut que des choses différentes soient dans son cursus pour qu'il puisse apprendre. Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on réfléchisse un peu différemment et je vais vous demander donc de changer de paradigme et de changer finalement d'angle de vue, de point de vue en tout cas. Donc, ce changement de paradigme, c'est celui-ci. C'est passer de la différenciation, donc faire des choses différentes pour des enfants qui sont différents, à l'accessibilité. J'ai oublié de vous dire que le Conseil national de l'évaluation des programmes scolaires s'est penché sur la scolarisation et un jugement s'est penché sur la différenciation et porte un jugement très sévère sur la différenciation telle qu'elle est pratiquée en disant que finalement, plus on différencie et plus on enferme l'enfant dans sa différence. Plus il est étiqueté et moins on l'empêche de progresser. Je vous invite vraiment à aller lire les conclusions du CNESCO sur la différenciation. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à une autre façon de faire. Donc, l'idée est de passer de la différenciation à l'accessibilité. Nous nous mettons d'accord sur ce que veut dire l'accessibilité pour que mon propos soit plus clair. L'accessibilité, c'est assurer à tous les élèves la capacité d'avoir accès à son environnement, de l'utiliser et d'en bénéficier. Et quand je dis quelles que soient les situations, c'est soit des situations de besoins éducatifs particuliers, soit des situations scolaires sans trouble, sans besoin éducatif particulier. Et donc, l'accessibilité, ça va signifier d'essayer de mettre en place des conditions nécessaires pour réduire ou éliminer les barrières qui permettent d'avoir accès à l'environnement scolaire. Donc, est-ce que c'est impossible ? Alors, ça pourrait être impossible si on considère effectivement toutes les tensions qui se trouvent autour de la classe. Les tensions, elles viennent de l'orientation, elles viennent des attentes sociales très fortes, elles viennent des programmes, elles viennent des prescriptions, et c'est donc pour ça que l'enseignant se retrouve au milieu d'un chantier où il y a beaucoup de décalage, de malentendus, de tensions, avec toujours cette sensation de mal faire. Tous les enseignants que je me rends compte me disent « oui, mais je suis tout le temps en train de bricoler, j'ai l'impression de faire du bricolage ». Ils emploient beaucoup ce terme très connoté négativement de bricolage. Et moi, je leur dis non, vous n'êtes pas dans du bricolage, vous êtes dans un chantier. La classe, c'est un chantier. Et qu'est-ce qui se passe sur un chantier ? On s'ajuste en permanence à ce qui se passe autour de nous. On s'ajuste en permanence aux conditions de la classe. Ça fait 40 ans que j'enseigne, je n'ai jamais fait le même cours. Jamais. Parce que chaque cours est différent. Et c'est ça, être prof, c'est s'ajuster en permanence à ce chantier de la classe. Ça veut dire qu'il faut accepter d'être dans l'inconfort, il faut accepter d'être dans de la créativité, il faut accepter d'avoir un plan et de le changer, comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai vu que la conférence prenait du retard, etc. Je suis allée là-bas m'isoler et j'ai changé l'ordre de mes slides. C'est ça la créativité, c'est ça l'adaptativité. On s'adapte à son public. Et donc, ce n'est pas du bricolage, c'est une capacité que l'on doit avoir, j'appelle ça la mentalité de changement, la mentalité de croissance pour aller s'adapter à son public. Donc non, ce n'est pas une mission impossible si on accepte d'emblée d'être dans l'inconfort. Si on pense que
on va pouvoir ressortir le même cours pendant 5 ans ou 6 ans, les mêmes aides pour les élèves à besoins éducatifs particuliers tout au long de l'année. Si on inscrit le PAP dans le marbre en disant, bon, alors, je l'autorise à surligner, je l'autorise à prendre sa calculatrice et je l'autorise à avoir son cahier de leçons, ça y est, c'est bon, j'ai mis en place les aménagements et ça sera comme ça toute l'année, le PAP, il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec, il ne servira à rien. Donc, c'est bien d'avoir un PAP, mais ce sont des dispositifs à questionner et à réévaluer. Donc, moi, je vous propose de passer d'un premier modèle, qui est celui que tous les enseignants décrivent, la classe hétérogène. La classe hétérogène, c'est dur. On a des élèves qui ont des troubles, qui ont des déficits. Il faut que je différencie, il faut que j'individualise. Et puis, je dois emmener mes élèves vers de la performance, c'est-à-dire d'avoir des notes meilleures, si possible, que les autres. Ça, c'est le paradigme décrit. Et ce que je vous propose, c'est d'aller vers un nouveau paradigme, celui de la classe accessible, qui n'est pas pensé en termes d'obstacles, mais en termes de besoins. De quoi mes élèves ont-ils besoin? Tout à l'heure, on a eu une intervention magistrale de M. Glazel qui nous a parlé des observables dans la classe. Aller observer l'élève et voir quels sont ses besoins, quel est le potentiel de l'élève. Il n'y a pas un élève qui n'a pas de potentiel. Tous les élèves peuvent progresser, c'est ce qu'on appelle l'éducabilité. Donc, aller considérer les élèves en termes de potentiel et puis avec une approche holistique et ce que l'on appelle finalement accessible. Et on va aller pour ça inscrire l'élève non pas dans des buts et un chemin de performance, mais dans un chemin et des buts de maîtrise, c'est-à-dire d'apprentissage et de progrès. Il est important, me semble-t-il, de passer d'un paradigme à l'autre. Alors, 3 piliers pour aller construire cette pragmatique de gestes professionnels pour les enseignants. 3 piliers pour inclure sans exclure, c'est-à-dire sans faire de la différenciation qui va aller étiqueter les élèves. Et puis l'idée est d'aller tisser des invariants systémiques de pratiques qui vont convenir au plus grand nombre d'élèves et qui vont permettre au plus grand nombre d'élèves d'aller faire des progrès. Parce que finalement, c'est ce que nous recherchons, les progrès. Donc, moi, je suis allée rassembler ce qui était part, c'est-à-dire je me suis beaucoup nourrie à toute la recherche scientifique des 15 dernières années, notamment sur les sciences cognitives, pour aller construire cette classe inclusive. Alors, le premier pilier, j'ai envie de dire, celui sans lequel rien n'existe, celui sans lequel la classe inclusive s'effondre, c'est le pilier de l'environnement sécure. Donc, il n'y a pas de possibilité d'accompagner un élève, qui soit à besoin spécifique ou non d'ailleurs, si l'enseignant ne se pose pas la question de la sécurisation de l'élève dans la classe. Et cette sécurisation, elle va passer par ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. Donc, ce pilier va être décliné avec 3 leviers. Le premier levier, ce qu'un enseignant devrait chercher pour tous ses élèves, c'est ce qu'on appelle la proximité sociale. La proximité sociale, vous avez peut-être entendu parler de ce concept. On parle aussi de sentiment d'appartenance, on parle de sentiment, enfin de filiation. On doit aller construire dans la classe un environnement qui permet que les élèves soient en sécurité les uns avec les autres. On parle beaucoup de harcèlement en ce moment. Les élèves 10, les élèves qui ont des troubles neurodéveloppementaux, plus que les autres, sont sujets parfois à des moqueries, des insultes, etc. Et donc, la première marche de l'accompagnement, c'est cela, aller s'intéresser au fait qu'on a créé dans la classe un climat où il n'y a pas de moquerie, où les élèves cèdent
entre eux, où les élèves se comprennent, les élèves s'acceptent. Alors ça va passer par des pratiques que je vais vous décliner tout à l'heure, mais sans cette première marche, pas d'accompagnement possible. Cette proximité aussi, elle doit être entre l'élève et l'enseignant. Un enseignant qui n'est pas formé, un enseignant qui n'est pas empathique, un enseignant qui n'a pas été mis en situation d'être 10, ça sera un enseignant qui va avoir beaucoup de difficultés pour aller justement construire cette relation de confiance et de respect avec l'élève. Donc, première marche, la proximité sociale. Deuxième marche de la théorie de l'autodétermination, donc ce qui permet aux élèves d'être en sécurité et de cheminer dans la classe, c'est l'autonomie. Mettre les élèves en autonomie est le premier facteur de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, le cours n'a pas à être uniquement descendant et ne proposer aucun choix aux élèves. Vous-même, on vous a proposé pour cet après-midi des choix d'ateliers. Et pourquoi est-ce qu'on vous a proposé des choix d'ateliers? Parce que vous êtes plus motivé, peut-être pour aller essayer un atelier sur des pratiques parentales ou un autre atelier ou encore un troisième atelier. Et le fait d'avoir des ateliers et des choix permet de soutenir votre motivation tout au long de la journée. Pour les élèves, c'est pareil. Alors aujourd'hui, on fait les exercices 3 et 4 de la page 82. Bon, l'enseignant qui présente sa situation de classe comme ça, sans laisser le choix aux élèves, il faut que les élèves soient bien gentils, parce que s'ils n'ont pas envie de faire les exercices 3 et 4 de la page 82, certains vont décrocher. Voilà. Ou si certains ne sont pas en capacité, parce qu'ils ont des troubles, ça va poser problème aussi. Donc l'autonomie, je vais y revenir, l'autonomie, c'est le pilier qui va permettre la motivation et l'engagement des élèves. Et puis, toujours pour créer un climat sécure dans la classe, les enseignants doivent être extrêmement vigilants à leur propre clarté. Combien de fois en tant que parent, vous avez eu des consignes que les enfants vous ont ramené le soir à la maison et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose que je parle à un certain nombre d'entre vous. Voilà, donc attention, les manuels scolaires ne sont pas écrits, rédigés par des spécialistes de la clarté cognitive. Donc toujours pour aller développer ce sentiment de compétence chez l'enfant, donc passer par la clarté cognitive de l'enseignant, passer par l'explicitation et puis faire travailler les élèves dans la zone proximale de développement, la ZPD, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont capables de faire immédiatement derrière leur dernier acquis. Si entre l'acquis et ce que les élèves doivent faire dans la nouvelle activité, l'écart est trop grand, l'enseignant ne travaille pas dans la ZPD, les enfants n'y arrivent pas, c'est le contrôle ou la classe assise de moyenne, et c'est fichu. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de possibilité de progresser. Donc, comme première marche, comme première marche de l'accessibilité, le climat de la classe est créer un climat sécurisant pour les enfants. Quelques exemples maintenant très concrets. Qu'est-ce qu'on fait dans la classe? Alors la proximité sociale, je vous rappelle, c'est le sentiment d'appartenance, c'est se sentir bien dans la classe. Alors par exemple, aller développer des pratiques autour du message clair, apprendre aux élèves à se parler au lieu de se taper, au lieu de s'insulter. Ensuite, l'atelier philo, faire parler les élèves entre eux, et notamment au sujet des différences. Donc là, je vous propose une image qui circule beaucoup quand on parle d'école inclusive et qui pourrait être le prétexte d'un petit atelier philo sur, finalement, le prof qui va donner la même évaluation à tout le monde, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez là, il faut monter à l'arbre, l'éléphant là, ça ne va pas lui poser problème? Si, évidemment, ça va lui poser problème. Et donc, c'est quoi un prof juste?
Est-ce que c'est le prof qui va donner l'évaluation, la même évaluation à tout le monde, qui va donner les mêmes exercices à tout le monde, qui va donner la même activité à faire à tout le monde en même temps? Non. Le prof juste, c'est le prof qui permet l'accessibilité, donc c'est le prof qui va aller réfléchir à une flexibilité d'organisation. Et puis, toujours dans cette idée d'aller chercher la proximité sociale, moi j'insiste sur la relation enseignant-élève. Et je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire que si on ne met pas en place cette première marche, c'est-à-dire une marche de relations authentiques avec ses élèves, fondée sur l'empathie, fondée sur la connaissance des troubles, fondée sur une réflexion, eh bien, on pourra mettre en place tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Combien de fois les élèves munis d'un ordinateur n'osent pas le sortir dans la classe? Combien de fois? Ah ben non, parce que le prof, il ne veut pas que je recharge. Ah non, parce que je suis au milieu de la classe et puis le prof, il a dit que je ne pouvais pas bouger, donc je ne peux pas aller brancher mon ordinateur au fond de la classe. Donc le prof empathique, le prof qui connaît, c'est, on va dire, la marche essentielle de l'accompagnement des élèves qui ont des TND. Alors ensuite, je vous ai parlé de l'autonomie. L'autonomie, comment est-ce qu'on crée de l'autonomie en classe? Par exemple avec des plans de travail. Les élèves peuvent choisir de commencer par l'exercice C, peuvent passer leur évaluation au bout de 2 exercices, ou au bout de 4, ou au bout de 6. Donc aller créer des itinéraires personnels d'apprentissage pour aider les élèves justement à être acteurs de leur choix. Prévoir dans la classe des lieux d'apprentissage, des choix d'espace, un choix d'espace d'apprentissage. Et puis, encore une fois, travailler dans la zone proximale de développement. Évidemment, quand on travaille dans la ZPD, les élèves sont plus autonomes puisque l'exercice a été pensé en fonction de ce qu'ils étaient capables de faire avec de l'aide et non pas en fonction d'un programme ou d'un attendu. Donc, très intéressant de toujours penser autonomie de l'élève. Ensuite, la clarté cognitive, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de la sécurisation de l'enseignement. Par exemple, un professeur qui va aller donner les consignes à l'oral, et uniquement à l'oral. L'élève TDAH, quand on lui dit, bon, alors, vous allez chercher un dictionnaire, vous l'ouvrez à la page temps, vous allez chercher l'antonyme du mot oxymore, et puis ensuite, vous allez retourner à vos places, et puis écrire la définition, et puis écrire une phrase avec cet antonyme du mot oxymore. Voilà, le prof est comme ça dans une espèce de logorée orale. Bon, je caricature un peu, mais n'empêche que l'élève qui a des difficultés de planification, l'élève qui a des difficultés mnésiques, qu'il soit TND ou pas, il est perdu. Il est perdu. Donc une idée, par exemple, c'est d'aller en permanence donner des repères et les laisser dans la classe. Donc on va les donner là une petite application numérique qui permet de dire, ah bah tenez, il vous reste encore tant de temps pour faire l'exercice, vous avez le droit de commencer, là vous avez un QR code à flasher qui va vous donner de l'aide pour aller faire l'exercice, etc. Regardez aussi comment est-ce qu'on peut clarifier les consignes. Donc à gauche, quel document donne une image positive de l'esclavage, justifie ta réponse avec des éléments précis. Parfois c'est une consigne assez courante. À droite, compare le document 1 et le document 2. Document 2 trouve 2 éléments qui montrent que l'esclavage est présenté comme quelque chose de positif. On a déjà là une consigne qui est plus explicite, plus soutenante, plus aidante. On a une consigne qui permet l'accessibilité du travail. On continue. Le sentiment de compétence, donner aux élèves le sentiment de compétence, ça va être aussi la vigilance pour l'enseignant, de toujours avoir en ligne de mire la conceptualisation, la classification, l'organisation, mettre en lien les connaissances, tisser les connaissances les unes avec les autres. Donc là, je vous présente 3 éléments d'organisateurs graphiques qui permettent aux élèves de voir la classification et de construire
le concept. Vous voyez, par exemple, pour celui du milieu, celui qui s'appelle polygone, là, c'est ce qu'on appelle un modèle de Fryer. Pour aller expliquer un polygone, on peut donner une définition. Un polygone, c'est ça, ça, ça et ça. L'organisation graphique que vous avez sous les yeux, elle démultiplie la définition qui se trouve en haut à gauche par des caractéristiques, des exemples, des contre-exemples. Et on aide l'élève ainsi à mieux conceptualiser. Chaque concept étudié en classe devrait être déployé ainsi pour aider l'élève à mieux comprendre. Autre possibilité dans les pratiques de classe pour augmenter le sentiment de compétence, c'est le feedback. Le feedback, c'est dès qu'un élève fait quelque chose, on lui fait une rétroaction. On lui dit c'est bien, c'est pas bien, et on ne fait pas seulement un jugement de valeur, on lui donne des conseils pour qu'il aille plus loin. Alors je vous montre ici un très célèbre exemple de feedback informatif qui permet à l'élève de progresser. C'est l'exemple d'Austin Butterfly, le papillon d'Austin. L'enseignant d'Austin demande de dessiner un papillon. Austin dessine un papillon, c'est en haut à gauche. Et puis, l'enseignant trouve qu'il n'est pas génial, le papillon. Il pourrait s'arrêter là et noter le papillon, donner une évaluation. Et la note ne serait pas intéressante. Alors, l'enseignant et le groupe d'élèves vont revenir sur les différentes productions d'Austin pour arriver finalement à ce magnifique papillon jaune et noir que vous voyez en bas. Et on voit bien qu'entre le premier dessin et le dernier, Austin a progressé, et il a progressé parce qu'on lui a donné du feedback. Et donc là, on a mis en place les conditions d'un enseignement accessible grâce au feedback. Deuxième pilier, et je vais aller très vite puisqu'il ne me reste que 10 minutes, deuxième pilier, ce qu'on appelle la CUA, la pédagogie universelle pour les apprentissages. Donc après le fait d'avoir mis en place un environnement sécure, je vous propose maintenant d'aller explorer ce qu'on appelle la CUA, Universal Design en anglais, donc la conception universelle des apprentissages, qui est un concept venu de l'architecture dans les années 70. Donc dans les années 70, les architectes ont commencé à réfléchir que certains éléments d'architecture, notamment l'escalier, pouvaient donner certaines difficultés à certaines personnes. Effectivement, quand on doit monter un escalier, si on est une maman avec une poussette, c'est pas pratique. Si on est en fauteuil roulant, c'est encore moins pratique. Si on a des rollers au pied, c'est encore moins pratique. Et donc, on s'est dit que plutôt que d'aller créer de l'obstacle, parce que finalement, l'escalier, c'est créer de l'obstacle, il faut réfléchir à une autre façon de faire qui serait une rampe. Et ce concept architectural, on a essayé de le transposer dans le monde de l'éducation en se disant, nous aussi dans l'éducation, il faut qu'on arrête de mettre des obstacles dans les escaliers et il faut qu'on crée des rampes cognitives. Donc, qu'est-ce que l'on peut créer pour aider finalement tous les élèves ? On a vu que la maman en poussette, le gars en roller, la grand-mère qui a une canne et une personne qui est en fauteuil roulant, elles étaient toutes aidées par l'escalier. Donc, par une rampe, pardon. Et cette rampe, elle ne va pas diminuer quelque chose pour les gens qui ne sont ni en roller ou qui ont une canne ou qui ont un fauteuil, etc. Donc nous aussi dans la classe, c'est ce qu'il faut que l'on fasse. Il faut que l'on trouve quelque chose qui va convenir au plus grand nombre d'élèves. Donc c'est sur cette idée que s'appuie la CUA. Alors, qu'est-ce qui va aider le plus grand nombre d'élèves ? Le premier élément, et M. Glazel en a parlé aussi tout à l'heure, c'est l'idée de la charge cognitive, d'aller réduire la charge cognitive pour tous les élèves, et encore plus les élèves à besoins éducatifs particuliers. Après, c'est aller offrir plusieurs moyens de représentation, et troisièmement, offrir plusieurs moyens d'action et d'expression.
Donc, la charge cognitive, c'est la quantité de ressources qu'un individu investit lorsqu'il réalise une tâche. Et évidemment, la charge, elle va dépendre de la complexité de la tâche, elle va dépendre aussi des ressources de l'individu. C'est-à-dire que moins un individu a de ressources, plus la charge cognitive est élevée. Je prends le cas d'un petit élève dyspraxique. On lui demande de découper et coller des étiquettes pour faire un classement grammatical. Il est dyspraxique. Découper et coller des étiquettes pour aller faire un classement grammatical. Bah, vous la voyez, la charge de découper et coller? Le gamin, il va passer l'heure à découper et à coller, ça sera super mal fichu et il n'aura pas le temps de faire son classement grammatical. Donc il faut bien aller différencier ce qui est de l'ordre de la tâche, de la charge cognitive, de ce qui est l'objectif d'apprentissage. Donc ça, c'est, on va dire, aussi la base, c'est le vadémécum de tout enseignant qui cherche l'accessibilité de son enseignement. Alors je vous donne un exemple de charge cognitive. Donc là, il y a un exercice de géométrie. Dans la figure ci-contre, trouvez la valeur de l'angle DBE. Ne soyez pas craintifs, je ne vais pas vous demander la réponse. Hein. Alors, par contre, les charges, la lecture de la consigne. Il faut lire la consigne. Il faut percevoir la figure. Il faut avoir en mémoire les 2 propriétés nécessaires pour réaliser l'exercice. Il faut être capable de sélectionner l'ordre des propriétés à utiliser. Et ensuite, il faut calculer. Il faut faire une addition et une soustraction. Alors, la lecture de consigne, on n'y est pas pour l'élève dyslexique, qui va avoir plus de mal qu'un autre à la lire, qui va mettre plus de temps. Il va mettre tellement plus de temps qu'il n'aura pas le temps de faire l'exercice. Okay. La perception de la figure. Nos élèves dyspraxiques peuvent être en difficulté. Ceux qui ont une dyslexie visio-spatiale peuvent être en difficulté sur la perception de la figure. Il est où l'angle DBE? On ne sait pas. C'est écrit tellement petit qu'on ne voit pas, de toute façon. Ensuite, la mémoire. Nous avons des élèves qui ont des difficultés ou des troubles mnésiques. On les met en difficulté. Ça ajoute de la charge. La planification ajoute de la charge. Le calcul ajoute de la charge. Eh bien, vous voyez assez clairement que l'enseignant qui va chercher l'accessibilité, ce sera l'enseignant qui va se poser des questions sur comment je peux donner accès à la lecture, à la perception de la figure, à la mémoire, à la planification et au calcul. En connaissant la théorie de la charge cognitive, je vous invite vraiment à aller lire les travaux d'André Tricot sur ce fait. En connaissant la théorie de la charge cognitive et en connaissant ce qui permet de réduire la charge cognitive, on met en place un enseignement accessible. Alors, 2 exemples très simples et très concrets. Regardez le problème de maths, là. Pour réduire la charge cognitive, et en particulier tout ce qui est de l'ordre de la perception, et puis la planification et la mémorisation, eh bien, on ne va pas travailler sur cet exercice-là tel qu'il est présenté. On va d'abord travailler sur un exercice résolu. Et vous voyez que la résolution de l'exercice, elle est intégrée à l'exercice. Vous voyez, l'angle DBE, il est bien identifié. Et la solution se trouve à côté de l'angle DBE. Là, on a réduit la charge cognitive. Et on va demander à l'élève non pas de trouver la valeur de l'angle, mais on va lui demander, à partir de la solution, comment est-ce qu'on a fait pour trouver la valeur de l'angle. Un autre exemple pour réduire la charge cognitive, c'est de ne pas présenter l'information de façon continue, orale ou vidéo. Et quand on dit ça, eh bien on s'interroge sur la posture du prof. Le prof, c'est celui qui parle. C'est celui qui présente l'information de façon continue à l'oral. Eh bien, on sait que cette façon de présenter les informations donne de la charge cognitive. Et donc, le fameux cours dialogué, vous savez, ce cours où on est dans des échanges en permanence entre
les enseignants et les élèves, je pose une question, j'interroge, je pose une question, j'interroge. D'ailleurs, j'interroge toujours les mêmes que ceux qui lèvent la main. Eh bien, ça ne va pas du tout. C'est pas une façon qui va permettre aux élèves de progresser. En fait, on ajoute de la charge cognitive. On n'est pas dans une situation d'enseignement accessible. Alors, ensuite, deuxième pratique, il faut proposer aux élèves plusieurs modalités d'accès aux informations. Donc là, je vous donne un exemple en français, parce que je suis professeur de français. Je veux faire lire à ma classe Harry Potter. Alors la façon classique, c'est de donner le livre en français à Harry Potter. Mais j'ai des élèves dans la classe qui sont HPI, et puis en plus ils l'ont déjà lu Harry Potter. Ils l'ont lu quand ils étaient au CE2. Ok, à eux, je vais leur proposer de le lire en anglais, par exemple. Mais j'ai aussi dans ma classe des élèves 10 qui ont de grandes difficultés pour lire. C'est-à-dire que là où un petit va lire un chapitre en une soirée, l'autre, il va mettre un mois. Donc, je vais lui proposer de soutenir sa lecture par un livre audio. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lire, mais ça veut dire qu'il aura son livre et puis qu'il pourra écouter en même temps Harry Potter. Certains sont complètement réfractaires à la lecture. Alors qu'est-ce que je fais? Je les laisse de côté en disant si tu faisais des efforts, tu pourrais y arriver. Non, je peux tenter de trouver un média qui peut les amener vers la forme aboutie que je veux leur faire lire. Donc manga, BD, un livre abrégé. Et puis maintenant, on est très 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 aidé par l'intelligence artificielle aussi, qui va nous permettre de proposer Harry Potter en version facile à lire et à comprendre. Donc, vous voyez que pour finalement parvenir à cette lecture finale, je peux offrir plusieurs moyens de représentation. Et tous ces moyens de représentation vont faire en sorte que, au moment de la classe, quand je vais travailler sur Harry Potter, les personnages, l'univers, etc., mes élèves auront eu accès d'une façon ou d'une autre au texte. Plusieurs modalités d'expression et d'action. Je dis à mes élèves, allez, il faut réviser la leçon. On révise la leçon. Alors, le pire, vous révisez à la leçon, à la maison, la leçon, vous la révisez à la maison et on fait l'évaluation dans 3 jours. Donc là, ce n'est pas du tout accessible. Pas du tout. Je ne donne pas le mode d'emploi. Tant mieux pour les élèves qui sont aidés, puis les autres se débrouillent. Donc là, déjà, la révision, on va la faire en classe. On va préparer en classe. Et je vais donner à mes élèves plusieurs modalités. Alors, je peux réviser avec les uns, je fais un groupe. Certains vont réviser avec des flashcards. C'est un jeu, ça engage. Il y a de la motivation. Certains, d'ailleurs, vont faire des flashcards tout seuls. Certains vont faire des flashcards en binôme ou à 4. Pourquoi est-ce que je vais organiser ma classe avec des îlots où il faut qu'ils soient 4 absolument? Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que les élèves soient par 4 absolument? Non, rien. Si certains veulent travailler tout seuls, ils travaillent tout seuls. Si certains veulent travailler à 5, ils travaillent à 5. Ensuite, on n'est pas obligé de faire des flashcards. Certains n'aiment pas du tout jouer en classe. Ils ont le sentiment d'une dévalorisation de ce que l'on fait. Donc, pour d'autres, ça sera avec un cahier de réactivation où je vais marquer des définitions, etc. Et puis d'autres vont être aidés en dessinant la leçon à réviser, en faisant un sketch note, une carte mentale, en se créant des indices de récupération en mémoire. Donc vous voyez que cette flexibilité de l'enseignant qui propose un choix d'expression et d'action va aller permettre plus d'accessibilité. J'ai envie de dire, dans le continuum dans ce que je viens de vous présenter, il y a un continuum, l'accessibilité, mais on a aussi des élèves à besoins éducatifs particuliers qui ont besoin d'adaptation. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'adaptation. On fait des adaptations, mais seulement, et une fois seulement qu'on a mis en place la classe accessible. Et vous verrez que du coup, on a besoin de faire beaucoup moins d'adaptation, beaucoup moins de différenciation. Donc on va aller adapter, non pas par rapport à un trouble, de toute façon les enseignants ne connaissent pas les troubles, mais par rapport à des besoins.
Donc, comme je vois qu'il est déjà tard et que je vous laisserai ce PowerPoint qui vous sera diffusé par le biais de l'association, je vous laisserai découvrir des possibilités d'adaptation que de toute façon vous connaissez et que nous verrons dans notre atelier, si vous venez dans l'atelier sur comment faire en classe avec les EBEP, avec moi cet après-midi. 2 outils, Cap École Inclusive, que enseignants, parents peuvent utiliser. C'est une plateforme qui permet d'une part d'observer l'élève et d'autre part qui offre des adaptations. Et puis l'éducation nationale est en train de développer ce qu'on appelle le LPI, le livret de parcours inclusif. C'est une plateforme numérique où bientôt nous pourrons retrouver l'ensemble des documents qui concernent vos enfants, vos élèves, les PPRE, les PAP, et tout le monde aura accès au LPI. Donc c'est en train d'être développé. Je ne sais pas quelle est la situation des établissements français à l'étranger. Voilà, bon, je m'en doutais, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Donc, pour conclure, moi je vous propose de passer de la vision d'une école validiste. L'école doit faire pour tout le monde la même chose, à une école où on respecte la diversité. C'est d'ailleurs le sens de la stratégie nationale 23-27 pour la prise en compte des troubles neurodéveloppementaux. Pensez à renouveler l'évaluation. Évidemment, ça c'est un vœu. Pour l'instant, on est sur les évaluations académiques, certificatives, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à repenser l'évaluation en termes d'attestation de compétences, même très tôt dans le cursus scolaire? Et puis, bien sûr, la formation. La formation, pensée en communauté d'apprentissage, des enseignants, des PERDIR, des AESH qui se saisissent d'un objet d'étude et qui le travaillent ensemble. Voilà, pour finir, ce que j'ai mis en place dans ma propre classe, la porte des réussites. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me semble refléter l'accessibilité que je recherche avec mes élèves. Chaque élève quitte la classe en écrivant ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu, ce qu'il a aimé, et colle ses post-it. Et je crois que là, du coup, on est vraiment dans ce que j'ai essayé de montrer, cet environnement sécure, l'empathie, le respect des élèves les uns avec les autres, la métacognition, revenir sur ce qu'on a appris, revenir sur ce qu'on a compris, etc. C'est une pratique parmi d'autres, mais celle-là me plaît et surtout plaît beaucoup aux élèves. Voilà, je vous remercie infiniment. Alors peut-être on peut avoir le temps de 1 ou 2 questions pour Madame Ducos-Philippi. Non? Très clair, si. Attendez, je vous amène le micro. Bonjour, alors merci beaucoup. J'ai trouvé votre présentation très très intéressante. J'ai une question en tant que professeur de lettres du secondaire, en espagnol, mais ça reste la littérature. Comment réussir à faire des feedbacks, parce que j'essaye d'en faire, mais c'est pas forcément évident quand on a 100, 150 élèves effectivement, de réussir à faire les feedbacks comme le système du papillon, mais en littérature. Est-ce que vous avez déjà des techniques, des outils pour justement faire progresser tous nos élèves? Voilà, merci. Alors, je vous invite d'abord à venir sur mon atelier cet après-midi où on pourra éventuellement en parler. Le feedback, et notamment en expression écrite, et je pense que vous pouvez faire de l'expression écrite, c'est le travail en plusieurs jets. On donne une consigne, les élèves doivent écrire un paragraphe, et le feedback se fait entre élèves. C'est-à-dire que les élèves vont lire les productions écrites des uns et des autres et vont dire « Ah bah tiens, t'as pas parlé de ça. Oh, toi t'as fait 10 lignes. Oh, toi t'as fait 5 lignes. Là,
Est-ce que tu penses que ça rentrait vraiment dans le sujet, etc. Pendant que les élèves sont occupés à se faire du feedback entre eux, l'enseignant, lui, est dans la capacité de passer de groupe en groupe, voire même vers un élève qui n'aurait pas envie de faire du feedback en groupe, pour aller pointer du doigt des pistes d'apprentissage. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est voilà, les élèves travaillent sur leur production écrite, soit en groupe, soit complètement en autonomie. On en prend 3, on utilise un visualiseur, on projette les 3 au tableau et on fait commenter à la classe. Et l'enseignant va aller donner du feedback là. Et du coup, on recommence. Le feedback, en fait, c'est la possibilité aux élèves de travailler en plusieurs jets. Je ne sais pas si vous êtes habitué, si vous êtes familière des brouillons d'écrivains ou des brouillons de peintres. On voit par exemple des brouillons de Flaubert ou de Proust et on voit qu'ils barrent, ils suppriment, ils mettent des flèches, etc. Moi, je pense que c'est très intéressant quand on veut installer du feedback dans la classe, de montrer aux élèves que même les plus grands poètes, aller montrer des brouillons de Victor Hugo, de Proust, de Picasso, etc., montrer que même les plus grands passent par les différentes étapes. Pour moi, le feedback doit commencer par un travail sur les brouillons des écrivains, des peintres, voire même des musiciens, si on peut avoir plusieurs statuts, plusieurs étapes d'une œuvre. Parce qu'on sait bien que nos élèves détestent ça. Et pour eux, faire un brouillon, c'est faire le texte et après juste aller coller 3 S par-ci ou 2 accents par-là, c'est tout. Donc ça se travaille. Et le feedback ne peut pas être dissocié du travail en plusieurs jets. Ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il faut s'installer dans une temporalité longue, et qui n'est pas non plus la temporalité du travail que l'on ramène à la maison et qui est plus ou moins arrangé par papa, maman. On est tellement content de voir les exercices écrits de papa et maman. Et c'est tellement inintéressant pour les élèves. Moi, j'ai une question sur les plans de travail. C'est vrai que les plans de travail, c'est assez libre. Voilà, on peut faire, et comme vous dites, on n'est plus dans le style fait l'exercice numéro 3, 4, 5, mais quand même, l'enfant qui a des difficultés, il faut quand même qu'il passe par certains apprentissages, et s'il a des difficultés, il va reculer devant ces exercices qui vont lui sembler difficiles, mais il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, les faire. Comment... Alors, quand on fait un plan de travail, on ne propose pas à la classe le même plan de travail. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir réfléchi aux obstacles des élèves, les avoir observés pour proposer un plan de travail qui correspond à la zone proximale de développement de l'élève. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'observation, l'évaluation diagnostique. Je vous donne un exemple très simple. En ce moment, avec ma classe de 5e, je travaille sur l'attribut du sujet. J'ai des élèves qui ont très bien compris, à qui je peux proposer un plan de travail avec des exercices complexes, et des élèves qui sont incapables de reconnaître un attribut du sujet si la phrase est interrogative ou si le verbe d'état n'est pas au présent. Par exemple, j'ai des élèves qui savent très bien reconnaître l'attribut du sujet dans « tu es jolie », okay, mais si je dis « cette jeune fille serait jolie si toc 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 », ils ne verront pas que « serait » est le verbe être, donc un verbe d'état. Donc, le plan de travail, c'est un plan de travail qui va s'appuyer sur une évaluation diagnostique. Et à partir de l'évaluation diagnostique, on va pouvoir créer des plans de travail qui vont être différents dans la classe. Alors pour ça, on est très très aidé par l'intelligence artificielle. C'est extraordinaire d'utiliser un outil comme Perplexity, par exemple, pour aller créer des plans de travail différents, parce qu'on va demander à l'intelligence artificielle de faire tel type de phrase, d'utiliser
tel temps de verbe. Et finalement, toute la classe à la fin se retrouve réunie vers le même objectif qui est de savoir identifier et manipuler l'attribut du sujet, mais en passant par des exercices différents. Je vous propose de poursuivre ce travail avec Madame Ducos-Philippi dans l'atelier, sauf si je vous redonne la parole après s'il y avait une question. Non, je vous vois, non, ça va. C'est juste qu'on essaye de rattraper le timing. Donc tout à l'heure, à 14 h, vous avez... Alors là, on a des choix, hein, et ça va motiver votre envie et vos apprentissages. Donc il y a 4 ateliers. Un qui est réservé aux professeurs primaires et secondaires avec Madame Ducos-Philippi. Du coup, normalement, vous êtes déjà inscrits. Il y a 15 places. Ensuite, il va y avoir un atelier... Pardon, il reste encore 5 places. Si des enseignants ne se sont pas fait connaître, ils peuvent se rajouter sur la liste. Et la salle, je ne l'ai pas notée. La C09, je crois. Non, C09, c'est moi. 007. 007, donc c'est dans le même couloir où nous avons eu les différents ateliers ce matin. Donc cet atelier-là, un atelier pour le primaire, que ce soit les directeurs du primaire, des enseignants du primaire, qui sera animé par Céline Dominguez, qui est la conseillère pédagogique. Peut-être tu peux te lever, Céline, qu'on te voit. De l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame Fadli, qui est là avec nous aujourd'hui. Un atelier animé par Dominique Wismanos. Dominique, peut-être tu peux te lever aussi, qui est notre médecin scolaire ici au LFB, et Marie Galland, psychomotricienne. Je ne vois pas. Ah, d'accord. Et donc là, cet atelier est réservé aux thérapeutes et infirmières, médecins, etc. Puis un dernier atelier groupe secondaire, donc professeur secondaire, CPE, proviseur, avec moi-même. Donc dans la C09, pour moi, ça sera juste, Dominique Wismanos juste en face de la salle Dravet. Vous avez une petite salle à droite des toilettes. Et puis avec Madame Ducos-Philippi, on l'a dit, c'était 007. Voilà. Et toi, c'est 011. C'est 011. Voilà. C'est écrit sur vos badges, normalement, à l'arrière de vos badges. Pour ceux qui ne sont pas en atelier, vous avez également une conférence ici même sur comment accompagner les familles d'enfants 10, animée par Nathalie Gros et Corinne Truffier, voilà, ici présente. Voilà, donc ça vous fait du choix. En même temps, vous avez aussi dans la zone exposition les outils numériques au service des EBEP avec le cartable numérique présenté par l'association Fuseau. Ensuite, nous nous retrouverons pour faire un retour de ces ateliers, ici même, avec une présentation qui va nourrir la table ronde qui va conclure notre colloque. Voilà, donc encore une belle après-midi en perspective. Je vous souhaite un bon appétit, puisque c'est l'heure de notre pause bien méritée.